Aujourd'hui, les coulisses du football africain n'ont plus rien d'un secret bien gardé. On ne parle plus d'erreurs de jugement ou de malheureux hasards, mais d'un feuilleton qui semble rejouer le même épisode, peu importe les acteurs sur scène. L'affaire dépasse de loin une simple décision d'arbitre ou un match mal sifflé pour de nombreux analystes. C'est tout un échafaudage bien huilé qui opère dans l'ombre. Un théâtre dont le script est écrit en dehors du stade, où les gagnants sont choisis à l'avance et où la balance penche systématiquement du côté des... Aujourd'hui, les coulisses du football africain n'ont plus rien d'un secret bien gardé. On ne parle plus d'erreurs de jugement ou de malheureux hasards, mais d'un feuilleton qui semble rejouer le même épisode, peu importe les acteurs sur scène. L'affaire dépasse de loin une simple décision d'arbitre ou un match mal sifflé pour de nombreux analystes. C'est tout un échafaudage bien huilé qui opère dans l'ombre. Un théâtre dont le script est écrit en dehors du stade, où les gagnants sont choisis à l'avance et où la balance penche systématiquement du côté des mêmes intérêts, au mépris de la compétition loyale et de la justice sportive. Dès qu'on entend le nom d'Annie Aborida, présenté fièrement comme haut dignitaire de la CAF bras droit de la présidence et ancien patron du football égyptien, une rafale de questions se met à fuser dans les débats sportifs égyptiens et arabes. Car franchement, à quoi bon cumuler des titres ronflants si l'on est incapable de hausser le ton pour défendre ne serait-ce que ses propres compatriotes, arbitres compris? Pire encore, comment rester muet face à un seul individu dont le nom est désormais synonyme dans l'esprit de beaucoup d'un pouvoir sans partage sur tout le continent footballistique, assister en silence au même spectacle mal rejoué où arbitres humiliés et sélections lésées se succèdent. Voilà le rôle que semble jouer ce haut responsable. Pour un nombre croissant d'observateurs, la CAF n'est plus qu'un décor derrière le rideau, une seule fédération tire les ficelles portées par un seul homme. Et les autres, on les voit effacés, résignés ou simplement dépassés par les événements. Dans ce grand théâtre du silence, ceux qui devraient hausser la voix pour protéger leurs équipes ou leurs arbitres semblent avoir choisi le confort du mutisme. Comme si un mot d'ordre invisible leur avait intimé de fermer les yeux, de croiser les bras et de dormir sur leurs responsabilités. Peu importe que le prochain scandale touche leur propre sélection, l'indifférence règne. Ce qui inquiète le plus les analystes, c'est cette impression que le piège est déjà prêt. D'abord, on isole un arbitre, ensuite on s'attaque à quelques joueurs clés, puis c'est l'équipe entière qu'on fait vaciller si elle menace de bousculer les plans bien huilés. Personne n'a de boule de cristal, certes, mais à force de revoir les mêmes ficelles, certains n'ont plus besoin d'attendre la fin du film pour en deviner l'intrigue. Cette édition de la Coupe d'Afrique, qualifiée par certains de tournoi à huis clos démocratique, donne l'impression d'un terrain de jeu détourné à des fins d'autorité. Les tribunes africaines ne voient plus une compétition, mais un bras de fer politique où règlements de compte et stratégies d'influence ont volé la vedette au football. Pour certains, la CAF ne pilote plus rien, elle serait une marionnette prise au piège de pressions extérieures, incapable de défendre son autonomie. On se souvient des anciens présidents contraints de plier face à des ordres venus d'ailleurs, modifiant format et calendrier comme on change un décor. Et au cœur de tout cela, une question résonne: comment expliquer que les nations africaines se soient affranchies politiquement, mais que leur football reste lui enchaîné, non pas à des chaînes visibles, mais à l'ombre d'une FIFA omniprésente et de ses véritables maîtres. Le doute grandit quand le pays hôte se retrouve par un curieux hasard grand favori au sacre final. Coïncidence. Certains en doutent surtout quand on regarde d'un peu plus près les dépenses colossales engagées, les dettes qui s'accumulent
et les murmures selon lesquels ce triomphe annoncé serait le remède miracle à une contestation sociale qui gronde, manque d'emploi, système de santé en crise école, à bout de souffle. La victoire sur le terrain devient alors pour beaucoup une nécessité politique, un calmant national. Et dans cette ambiance électrique, une question revient sans cesse. Mais où est la FIFA dans tout ça muette, absente? Pendant ce temps, les vieilles rumeurs sur des réseaux occultes qui tireraient les ficelles en coulisses, autrefois moquées comme de simples fantasmes, reprennent vie. Car lorsque les mêmes erreurs, les mêmes décisions étranges et les mêmes visages se répètent inlassablement difficiles pour les sceptiques de croire au hasard. Ce n'est plus une excuse d'amateur pour justifier une défaite, mais un effort sincère pour comprendre un système qui tourne en boucle. Quand un arbitre devient l'ombre fidèle d'une seule équipe, apparaissant comme par magie à presque tous ses matchs, tantôt au centre, tantôt dans la salle du VAR, il devient difficile de croire au hasard. Et lorsque chaque décision douteuse tombe toujours du même côté, le malaise grandit. Ce qui inquiète encore plus, c'est ce copier-coller qu'on retrouve ailleurs des cartons qui pleuvent, comme par commande, une tolérance à géométrie variable, selon les couleurs du maillot, des fautes flagrantes, invisibles, ou des punitions exagérées, pour les uns, anodines pour les autres. Mais le vrai poison, selon bien des observateurs, ne se trouve pas dans le résultat immédiat d'un match, mais dans l'usure calculée des équipes dangereuses. À force d'avertissements stratégiques, on prive les sélections de leurs piliers. Résultat. Une équipe qui atteint la demi-finale ou la finale arrive déjà sur les genoux privée de ses meilleurs atouts. Le piège ne serait donc pas d'éliminer, mais d'affaiblir. Peu importe qui passe le plan, serait déjà prêt un arbitre pour ouvrir la voie, un autre pour casser les jambes. Et c'est de là que vient l'explosion de colère des supporters. Non pas par goût du scandale, mais par instinct de justice. Ils veulent tout documenter, tout montrer, tout dénoncer. Car ce qu'ils voient, ce n'est pas une simple compétition mal organisée, mais un théâtre où les ficelles sont tirées dans l'ombre. Et derrière ce théâtre, une image sombre et blessante, celle d'un continent qu'on voudrait toujours dépeindre comme incapable d'équité, comme si la triche et le chaos étaient dans son ADN. Alors on se souvient de ces matchs étranges, de ces équipes soudainement méconnaissables, de ces scénarios où le talent s'efface sans raison technique valable, et tout cela gravé dans la mémoire collective revient hanter l'actualité. Comment expliquer qu'une équipe redoutée pour son intelligence de jeu, sa rapidité fulgurante et son effectif bourré de talent s'écroule subitement comme un château de cartes, où sont passées les combinaisons millimétrées, les inspirations tactiques? Pourquoi les automatismes semblent-ils se dissoudre en plein match? Et surtout, pourquoi ce vide dans les regards, cette résignation étrange, alors que tout restait mathématiquement possible? Bien sûr, les techniciens peuvent parler de fatigue, de pression ou d'erreur de coaching. Mais pour beaucoup, ces justifications ne parviennent pas à éteindre le sentiment dérangeant que quelque chose cloche. Au fond, qu'on y adhère ou qu'on l'écarte d'un revers de main, ce discours révèle un malaise bien plus profond, celui d'un continent qui doute de son propre jeu. Pour beaucoup, le destin d'un match ne se joue plus à 11 contre 11, mais ailleurs. Dans les coulisses, dans les décisions invisibles. Et dès lors que talent, sueur et stratégie ne garantissent plus rien, l'enthousiasme se transforme en frustration. Ce n'est pas un simple coup de gueule de supporter. C'est une clameur de désespoir. Une tentative désespérée peut-être de décrypter les rouages d'un système qui devait rassembler et qui commence à diviser. Ce que vous venez de lire, ce ne sont pas les cris passagers de supporters frustrés après une défaite. Ce n'est ni une explosion d'émotions, ni une bouderie de mauvais perdants. C'est bien plus grave que ça. C'est le reflet d'un gouffre qui s'est creusé lentement
mais sûrement entre les peuples africains, et un système footballistique censé incarner leurs espoirs. Ce jeu qui autrefois faisait vibrer les foules comme un hymne à l'unité, semble aujourd'hui renvoyer à ceux qui l'aiment le visage d'un monde déséquilibré. Une arène où les règles ne sont plus claires, où les valeurs sportives s'effacent derrière des intérêts masqués, où l'appartenance est remplacée par le soupçon. Et qu'on ne vienne pas dire que tout cela est né d'un seul pénalty oublié ou d'un carton mal donné. Non, cette désillusion vient de loin. Elle s'est construite au fil des saisons à force de décisions douteuses, de scénarios répétitifs et surtout de silences gênants. Silence de ceux qui, en théorie, étaient là pour protéger le jeu, garantir l'équité, défendre l'esprit du sport. Mais leur mutisme a nourri la frustration. Et aujourd'hui, ce ressentiment collectif n'a plus rien d'un malentendu passager, il s'agit d'un vrai ras-le-bol, nourri par des années d'abandon et d'attente trahies. Le vrai danger ne réside pas seulement dans les accusations lancées à voix haute, qu'on les croit fondées ou exagérées, mais dans ce vide assourdissant qui entoure la voix des supporters. Ce qui fait le plus mal, c'est cette impression que leurs doutes sont balayés d'un revers de main ridiculisé ou réduits à un simple caprice de mauvais perdant. Quand un fan commence à penser que le score final ne dépend plus du jeu, mais de décisions prises ailleurs, loin des projecteurs. Alors c'est le lien le plus sacré entre le public et le football, qui se fissure et peut-être même se brise. Le charme du football repose sur une promesse simple, sur le terrain, rien n'est joué d'avance. L'effort peut l'emporter sur la puissance, la stratégie peut dominer le hasard, et le génie individuel peut faire basculer l'histoire. Mais dès que cette promesse s'effondre, dès que le doute s'installe, le match devient un simple décor, une pièce creuse sans âme. Pire encore, ce climat pesant de soupçons renvoie à une image ternie du football africain aux yeux du monde, comme si l'Afrique ne pouvait échapper à ce récit qu'on lui colle trop souvent, celui du chaos, de l'opacité, de l'improvisation. Les compétitions africaines, censées être des vitrines du progrès technique, des avancées en matière d'organisation et de la montée en puissance du continent sur la scène mondiale, finissent aujourd'hui noyées dans les soupçons. Là où l'on devrait parler tactique, talent et dépassement de soi, on n'entend que polémique, doute et accusations en boucle. Résultat. Ce climat trouble éclabousse tout le monde, les joueurs qui donnent tous les arbitres honnêtes, qui paient pour les fautes des autres, les entraîneurs qui bossent dur, et même les vainqueurs dont les exploits sont accueillis avec scepticisme plutôt qu'avec respect. Dans cette ambiance viciée, ce n'est plus la performance qui parle, mais la suspicion. Celui qui lève le trophée est d'abord pointé du doigt avant d'être félicité, tandis que celui qui tombe est immédiatement perçu comme victime d'un système biaisé. Le constat est brutal, mais incontournable, le football africain est à la croisée des chemins. Soit on ose affronter les failles du système, ouvrir de vrais chantiers de réforme, restaurer l'équité et offrir des réponses claires aux supporters. Soit on laisse pourrir la situation au risque de perdre la confiance du public, de voir la passion s'éteindre et de creuser davantage le fossé entre les institutions dirigeantes et les peuples qu'elles prétendent représenter. Changer les choses ne commence pas avec des promesses creuses, scandées, devant les caméras. Le vrai changement naît d'un geste bien plus humble, mais essentiel, admettre qu'il y a un problème. Tant qu'on détourne le regard, rien ne bougera. Il faut avoir le courage de remettre à plat les règles du jeu, d'interroger les méthodes de désignation des arbitres, de repenser les relations souvent floues entre les différentes fédérations et surtout de tracer une ligne claire entre ce qui relève de l'influence légitime et ce qui devient un abus de pouvoir. Au bout du compte, aucun nom, aucune institution, aucun tournoi
aussi prestigieux soit-il, n'est plus important que l'âme même du football africain. Ce sport appartient aux peuples qui l'ont porté dans leurs tripes quand tout le reste manquait argent, infrastructure, reconnaissance. Il a été leur refuge, leur langage commun, leur fierté. Le protéger n'est pas une simple tâche bureaucratique. C'est un devoir moral. C'est l'obligation de préserver ce lien magique entre des millions de cœurs et un ballon rond. Les mots sont durs, le ton est tranchant, parfois même brutal. Mais derrière cette colère apparente, il y a autre chose, une blessure, un attachement.